Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire du Printemps des maires dédié au sujet de santé. Je remercie évidemment par avance tous nos intervenants, la Fondation Jean Jaurès qui est notre partenaire dans la préparation de ces webinaires et des vues sur mer, mais aussi de l'aspect technique. Et puis évidemment vous toutes et tous qui êtes présents. C'est une première, donc on va essuyer sans doute quelques plâtres. Je vais vous donner quelques règles pour le bon fonctionnement de ce webinaire. D'abord, d'utiliser le chat pour poser vos questions, vos remarques pour que ce soit interactif, évidemment. Et puis, je vais demander aux intervenants d'être concis dans leurs interventions pour pouvoir laisser place au débat. On a conçu ce webinaire en trois parties. Une première partie avec un expert qui va nous présenter avec des cartographies, des chiffres, un peu introduire le sujet de la santé au sens général, avec un focus particulier, puisqu'il est directeur de l'offre de soins de la Caisse nationale d'assurance maladie, un point particulier sur l'accès aux soins, et notamment la consommation de soins des Français. Ensuite, une deuxième partie plutôt témoignage, solution des maires, qui présenteront la problématique en matière de santé qu'ils ont eu à traiter dans leur commune, la solution et les impacts que ça a eu dans leur commune. Et puis ensuite une place au débat que j'espère évidemment riche. Vous dire également que le Printemps des maires, c'est donc un collectif de maires fondateurs, mais de maires qui nous rejoignent toujours plus nombreux, qui se réunit en vue des élections municipales pour préparer la relève, pour préparer tous ceux qui hésitent encore à s'engager, dire que il n'y a pas plus bel engagement politique que celui de l'échelon local, l'échelon de proximité, celui d'être maire, adjoint au maire, conseiller municipal, et que finalement ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend pas dans les cours, ça s'apprend de pair à pair, ça s'apprend en l'expérimentant, et que c'est une aventure humaine formidable. Donc c'est un espace de dialogue, un espace de compagnonnage, le Printemps des maires, un espace de transmission, bref, un espace qui crée de la valeur humaine et fraternelle, et c'est tout ce qu'on souhaite. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, relayez le Printemps des maires, plus on sera nombreux évidemment, plus on pourra défendre nos valeurs lors des prochaines échéances. Quelques mots peut-être pour introduire la problématique en matière de santé. Moi-même, Florian Berco, en charge de maire de la ville de Laval et de Laval Agglomération, on a eu à confronter à ces sujets de santé. J'aime bien rappeler la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle que finalement la santé, c'est un état de bien-être physique et mental, et donc qui dépasse le simple cadre de l'accès aux soins. Les déterminants de santé sont beaucoup plus importants qu'on le pense, et c'est ce qui fait que les municipalités, les mairies ont un rôle à jouer. La santé n'est pas qu'une affaire de médecins, bien au contraire. Et d'ailleurs, je dis souvent, en rigolant, que la Mayenne, dont je suis issu, ce département est entre le 3e et 5e désert médical de France, et pourtant, on a une espérance de vie en bonne santé supérieure à la moyenne nationale. Ce qui ne fait pas dire qu'on n'a pas besoin de médecins, mais c'est ce qui fait dire que pour être en bonne santé, et pour avoir une espérance de vie rallongée, le sujet de l'alimentation, de la santé environnementale, des liens sociaux, du sommeil, bref, énormément de sports déterminants font qu'on est dans un état de bonne santé sur un territoire, et ce qui fait que les maires ont un rôle à jouer pour finalement rendre le citoyen acteur de sa santé au sens large, pour défendre une santé environnementale. Bref, c'est tout ce qu'on va voir dans ce webinaire. Donc, je vous laisse maintenant dans les mains de notre expert issu de la Fondation Jean Jaurès, directeur de l'offre de soins de la Caisse nationale d'assurance maladie, que je remercie de sa présence. Aujourd'hui, c'est un système qui est sous tension, et les tensions elles sont multiples, liées au vieillissement, à la démographie médicale qui est en difficulté, et des tensions financières, parce que on voit sur le slide suivant, ça a été l'occasion des débats budgétaires qui nous ont embarqués jusque très tard dans l'année.
La particularité de la période, c'est qu'on ait un déficit de l'assurance maladie qui se dégrade, alors qu'on n'est pas en période de crise ni sanitaire ni économique. Quand vous voyez sur ce slide, en 2019, donc juste avant la crise sanitaire, on était quasiment à l'équilibre. La crise sanitaire, j'allais dire, logiquement dégradé le déficit puisqu'il fallait prendre en charge les dépenses liées au Covid. On était en phase de redressement et depuis 2024, la situation se dégrade à nouveau. Je ne reviendrai pas en détail sur les conséquences de cette dégradation parce qu'il y a eu plusieurs rapports de parlementaires qui viennent sortir. La Cour des comptes a également sorti un rapport, mais juste pour vous dire que notre système il est sous forte tension, alors qu'il y a des besoins énormes en santé, il y a des tensions financières qui sont fortes par ailleurs. Le déficit s'est établi à un peu moins de 14 milliards en 2024 et il était projeté à un peu plus de 20 milliards d'euros en 2025. Ça, c'est pour vous poser le contexte très macro, mais qui est quand même de ces tensions financières qui sous-tendent qui vont en tout cas rendre plus difficile nos actions. Si on regarde maintenant un peu quelques éclairages sur la santé de la population et sur les enjeux de santé de la population à partir d'analyse des dépenses de santé de la population, ce qui permet derrière de dire finalement quelles sont les maladies qu'on soigne d'un point de vue à la curative, puisque c'est le rôle principal de l'assurance maladie et les pathologies de la population. Donc sur le slide 11, vous avez en fait pour éclairer derrière les deux défis principaux qui sont face à nous d'un point de vue de la santé, les deux tendances lourdes de la santé qui sont la chronicité, c'est-à-dire le fait que les maladies chroniques sont de plus en plus lourdes et tiennent une place de plus en plus importante dans la prise en charge des patients, et le vieillissement, les deux se renforçant mutuellement. Et on voit ça en analysant ce que fait l'assurance maladie. Et vous avez le lien en bas, c'est-à-dire tout ça est en accès libre pour tout élu ou aux citoyens qui cherchent à se renseigner sur de quoi sont composées les dépenses d'assurance maladie et quels soins elles servent. Et donc en fait, quand on regarde par pathologie soignée, on voit que les maladies chroniques prennent de plus en plus de place dans les soins. Donc, concerne 24 millions de personnes qui reçoivent des soins en lien avec une maladie chronique, pour un peu moins de 70 millions de personnes qui ont reçu des soins remboursés par l'assurance maladie en 2022, avec trois maladies chroniques qui dominent le paysage. L'ensemble des maladies cardiovasculaires qui concernent 13 millions de personnes, les cancers, un peu plus de 3 millions de personnes, et les maladies du champ psychiatrique, psychologique ou psychiatrique, qui représentent un peu plus de 1,5 million de personnes. Et ce qu'on voit, c'est que les maladies chroniques croissent, et la part du coup dans les soins augmente assez nettement. On voit que sur les maladies cardiovasculaires, c'est 170 000 personnes en 2 ans. Sur les diabètes, 320 000 personnes en 2 ans. Si on regarde sur le slide d'après, du coup, ce que ça veut dire en termes de dépenses, ça concentre aujourd'hui les maladies chroniques, c'est 60% des prises en charge de l'assurance maladie. C'est-à-dire 60% des soins remboursés par l'assurance maladie sont en lien avec la prise en charge de maladies chroniques. Sur ces maladies chroniques, là aussi, on retrouve notre trio de tête, ce que je vous disais, qui représente 40% à elle seule. Ces trois types de maladies chroniques représentent à elle seule 40% des dépenses remboursées par l'assurance maladie. C'est les maladies cardiovasculaires, qui représentent 26 milliards de dépenses, les cancers, 24 milliards, et les maladies du champ psychiatrique et psychologique, qui représentent 26 milliards. Et tout à l'heure, le chiffre à retenir, c'est vraiment, ça représente 60% des dépenses pour les maladies chroniques, donc qui
Et ça structure de plus en plus les prises en charge, puisqu'on est de moins en moins dans du soin aigu et ponctuel, et de plus en plus dans la prise en charge long terme, qui nécessite d'être organisée, structurée, et pour notre système de santé. Sur le slide d'après, une autre vision, un autre visuel pour représenter là, en abscisse, on a le nombre de personnes, en abscisse, les montants moyens de prise en charge des différentes pathologies, en ordonner les effectifs pour voir un peu la part. Les cancers, les maladies les plus coûteuses à prendre en charge, parce qu'il y a heureusement beaucoup d'innovations, on y reviendra, dans les prises en charge, des traitements de plus en plus efficaces, mais aussi de plus en plus coûteux. Et vous avez les hospitalisations pour les clients qui ne connaissent pas les pathologies, qui sont les plus nombreuses en effectif, mais pour un coût de l'ordre de 4 000 € par hospitalisation. Et donc, vous avez notre vision de finalement comment à quoi correspondent les dépenses d'assurance maladie. C'est le premier défi. Le deuxième défi, ce que vous disiez, c'est le vieillissement. Donc, c'est une infographie que vous trouvez sur le site du Monde, que je trouvais bien faite pour expliquer juste un peu en quelques chiffres le défi du vieillissement. Et vous voyez là, sur le petit graphique en bas à gauche, la part des patients de plus de 60 ans. En haut à droite, l'espérance de vie, qui est aujourd'hui autour de 79 ans pour les hommes, 85 pour les femmes, qui va passer à 86 pour les hommes et 91 pour les femmes, avec un âge moyen de passage en dépendance qui est à 83 ans. On voit le défi du vieillissement et la raison pour laquelle une branche autonomie spécifique a été créée en 2021, parce qu'il y a cet enjeu du vieillissement qui est un enjeu spécifique, qui n'est pas qu'un enjeu de santé, évidemment, mais qui est aussi un enjeu de santé. Si on regarde, pour éclairer plus spécifiquement ce que ça veut dire sur notre système de santé, j'ai pris l'éclairage du médicament. Ça permet aussi de donner un éclairage sur les médicaments, qui est la prise en charge des dépenses de médicaments, qui est aussi un des axes de notre politique de santé. Ce que ça veut dire en termes de l'impact sur la question du vieillissement, ce que ça veut dire concrètement sur les dépenses remboursées par l'assurance maladie. Donc là, vous avez les chiffres de dépenses remboursées par l'assurance maladie. On était à 23 milliards en 2019, on est à un peu plus de 25 en 2024, donc ça augmente assez nettement. Aujourd'hui, ça représente 30% des dépenses qui sont prises en charge en ville, c'est-à-dire hors hospitalisation, et 12% de nos dépenses de santé globale. Ça, c'est pour les chiffres un peu globaux, mais quand on regarde après sur les en volume et en montant, suivant les classes d'âge, on voit là simplement un chiffre sur le nombre de boîtes de médicaments qui sont remboursés par classe d'âge. On voit que déjà entre 18 et 40 ans, on est à une vingtaine de boîtes. Et assez logiquement, ça augmente assez fort. Et pour les personnes de plus de 79 ans, on est à 100 boîtes de médicaments. Donc, avec la dépense de médicaments et les enjeux en termes de prise en charge des médicaments sont très renforcés avec le vieillissement. Quand vous avez le slide suivant, c'est un éclairage différent, mais là, c'est en nombre de boîtes. En montant, c'est un autre éclairage là plus financier. Vous voyez que pour les personnes de 18 à 40 ans, on est environ à 200 € de montant de médicaments remboursés. On est à 1 000 €, donc 5 fois plus pour les plus de 80 ans. C'est logique, effectivement, que l'investissement en santé soit plus important pour les personnes seniors, mais on peut dire que le défi du vieillissement est aussi un défi pour notre système de santé, mais l'enjeu, c'est évidemment que les gens vieillissent en bonne santé, et c'est pour ça que les enjeux de prévention sont évidemment majeurs. Mais là, c'est pour vous dire un peu, j'allais dire, le système de santé, il arrive un peu en bout de chaîne, entre guillemets, de nos choix en termes de prévention, mais aussi d'alimentation, de sport. Et derrière, le système de santé prend en charge les gens quand ils arrivent, et plus on agit sur les déterminants de santé, plus on soulage le système de santé.
Donc c'était effectivement, là ce que je vais vous dire, mais vraiment un éclairage assez rapide, parce qu'on pourrait faire un exposé entier sur les enjeux de prévention et de prise en charge des parcours. Et c'est pour vous dire les deux grands défis qui sont non financiers pour le coup, mais qui sont essentiels pour la soutenabilité de notre système de santé à long terme, qui sont pas financiers, mais de politique publique au sens large. C'est la prévention au sens large, et la prise en charge des parcours, c'est-à-dire la capacité à structurer des parcours pour les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les cancers, de bien prendre en charge tôt, prendre en charge de manière coordonnée et efficace, d'éviter les errances diagnostiques, les errances des patients dans le système de santé, pour que derrière, non seulement, avant tout, les patients soient mieux pris en charge, mais que par effet collatéral, ça pèse moins sur le système de santé. Donc voilà, pour présenter ces éclairages en termes de prévention et de parcours, j'ai vraiment fait deux éclairages courts qu'on va voir maintenant, mais juste pour introduire vos débats, se dire ensemble que les deux enjeux clés pour la soutenabilité à long terme de notre système de santé, c'est la capacité à réaliser une prévention efficace et la capacité à organiser des parcours de manière efficace. Donc là, c'est un éclairage sur la prévention. Pour vous dire, ça, c'est le tableau de bord du médecin généraliste dont on a discuté avec eux lors de la dernière convention médicale, en disant voilà, pour chacun de vos patients, et suivant, vous voyez sur ce tableau, les indicateurs dépendent des âges des patients, de leur sexe parfois, c'est-à-dire quel est le tableau de bord c'est-à-dire le cœur du cœur en termes de prévention qu'on vous demande de réaliser. C'est un petit bout et un petit enjeu de la prévention, mais c'est pour vous donner un éclairage. La prévention, c'est évidemment beaucoup plus large que ça, mais pour vous dire, on essaie de travailler ce virage préventif, qui est un virage vraiment essentiel et qui ne concerne pas encore une fois que le système de santé et l'assurance maladie, si on veut assurer la soutenabilité de notre système. Donc ça, c'est pour vous dire, voilà, le médecin regarde les vaccinations de ses patients et les dépistages des maladies essentielles c'est le cœur, c'est en tout cas, à partir du moment où déjà le patient rentre dans le système de santé, donc on voit son médecin pour ce qui réalise ces préventions essentielles et puis cette prise en charge de manière efficace. Sur le parcours, là aussi, un éclairage est vraiment très, c'est un choix, et pour donner un exemple, et en prenant l'exemple de la maladie rénale chronique, mais on peut faire l'exercice un peu sur toutes les maladies, de dire, voilà, d'éclairer ce que veut dire les échanges, ce que veut dire concrètement les enjeux en termes de parcours. Bien, sur la maladie rénale chronique, tous les ans, un tiers des patients démarrent ce traitement en urgence, c'est-à-dire il est pris très très tardivement, pas eu de dépistage suffisamment en amont d'un déficit rénal et d'une nécessité d'une prise en charge. Le deuxième élément aussi de lacune dans le suivi, on sait que c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, ce que je vous disais, qui est la pathologie, en tout cas les pathologies les plus lourdes, en tout cas en termes de poids de prise en charge, et un patient sur 5 qui est suivi pour une maladie rénale chronique n'a pas de dépistage pour les autres maladies cardiovasculaires, alors qu'on sait que c'est un facteur de risque important. Et pour l'organisation du parcours, on a encore des progrès à faire pour avoir un recours suffisant à la greffe. On voit qu'on était à 22% avant la crise Covid. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore à revenir au niveau d'avant de la crise Covid, et derrière, améliorer la prise en charge de manière plus significative des patients en maladie rénale chronique. Voilà, c'est pour vous donner un éclairage, encore une fois, sur une maladie chronique, pour vous montrer les enjeux de prévention, dépistage et prise en charge des parcours, pour concrètement d'abord améliorer la prise en charge des patients, et ensuite assurer la soutenabilité de notre système de santé.
Et enfin voilà, pour finir cet éclairage très macro et très global sur quelques enjeux de santé, un peu sur les enjeux d'accès aux soins de proximité là, et quels sont comptés les élus de terrain que vous êtes, notamment de manière encore plus concrète, puisque c'est aussi sujet de débat parlementaire en ce moment. Donc quelques éclairages qu'on donne sur ce sujet. D'abord, on sait tous, on a une démographie médicale qui est en tension, et cette tension va se poursuivre ces prochaines années. Parce que sur la courbe de gauche, vous avez la courbe des cessations d'activité, en bleu, la courbe en rouge des nouvelles installations. Malheureusement, la courbe des nouvelles installations est heureusement en train de rattraper la courbe des cessations, mais la courbe de cessation est encore importante. Et donc, face à un vieillissement de la population, on va avoir une démographie en tension depuis les dernières années. On voit sur la courbe de droite que c'est particulièrement frappant pour les généralistes, où la densité a baissé de 20% ces dernières années, alors que dans le même temps, la population a nettement augmenté, augmentation des pathologies chroniques et vieillissement, et donc le besoin de soins a parallèlement augmenté. Donc on a effectivement, mais ça vous le vivez très concrètement et nos concitoyens le vivent très concrètement, on est face à une situation délicate pour les prochaines années. Donc tendance va s'inverser et la situation va s'améliorer dans les 5 prochaines années, mais là on est face à un défi très aigu et prégnant qu'il va falloir auquel nous devons nous confronter ces prochaines années. Sur le slide suivant, c'est pour vous dire aussi à quel point la médecine générale est essentielle pour la porte d'entrée dans notre système de santé est essentielle pour notre système de soins. S'assurer que notre système de soins prend en charge correctement les patients, c'est d'abord qu'ils aient une porte d'entrée dans ce système de soins, et cette porte d'entrée est le médecin généraliste. Et donc en chiffres, pour vous dire, le nombre de consultations réalisées quotidiennement par les médecins généralistes est un peu plus d'1 million. Pour mettre en regard, le nombre de passages aux urgences est d'un peu moins de 60 000. C'est-à-dire un facteur 20 entre le nombre de passages aux urgences et le nombre de consultations généralistes, et on voit un peu numériquement le lien entre les deux, c'est-à-dire la capacité des médecins généralistes à prendre en charge, y compris des pathologies lourdes, y compris en urgence, y compris des patients chroniques, derrière des charges pression, ça ouvre la porte du système de santé à nos concitoyens, et ça décharge les urgences. Ça, c'est un éclairage un peu global. Et maintenant, si on regarde sur les enjeux de répartition territoriale qui font beaucoup de débats, quelques chiffres pour éclairer le sujet. Déjà, pour comparer la densité des différentes professions de santé, puisque pas que les médecins généralistes en premier recours, il y a aussi les infirmiers, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, et donc pour éclairer un peu les enjeux de répartition territoriale suivant les différentes professions, vous avez sur la densité pour le D1, c'est-à-dire les 10 départements qui ont les densités les plus faibles, et le D9, les 10 départements qui ont les densités les plus fortes, et le rapport entre les deux. Pour les médecins, la densité est de 1 à 2 entre les départements les moins pourvus et les départements les plus pourvus. C'est un écart significatif, mais moins fort que pour les autres professions, puisque pour les autres spécialités médicales, les infirmiers ou les masseurs-kinésithérapeutes, elle est plutôt de 1 à 3. On voit effectivement que la pression est plus aiguë pour les cliniques territoriales, pour les spécialistes par exemple, ou pour les infirmiers. Et voilà. Et pour vous dire un peu ce qu'on a convenu de faire avec les médecins libéraux dans le cadre de nos discussions avec eux, on a convenu de suivre 10 objectifs sur l'accès aux soins qui doivent driver nos actions, puisque on a 10 objectifs sur essayer de couvrir assez largement l'accès aux soins, en tout cas pour ce qui relève de la médecine de premier recours, essayer pour chacun de ces thèmes de fixer un objectif, pas les détailler tous, mais pour dire sur la stabilisation de la part de patients aidés sans médecin traitant, l'augmentation du nombre de primo installés, avec la fois d'essayer de
d'obtenir des résultats concrets par des actions sur ces différents thèmes. Voilà, sur le slide suivant, je ne vais pas détailler je vais pas rentrer dans les détails, pour vous dire un peu tous le typologie d'action qu'on met en place pour essayer d'agir sur ces objectifs, et donc selon un peu 4 axes. Essayer d'améliorer la disponibilité de l'offre, puisque c'est la mère des batailles, en renforçant l'offre pour ce qui dépend de l'assurance maladie, en renforçant l'attractivité de la médecine générale. La consultation a été largement valorisée, en anticipant les citations d'activité, de choses, très concrètement essayant de simplifier la vie des médecins autant qu'on peut, en termes de simplification administrative, de délégation de tâches, en leur finançant des assistants médicaux, donc, agir sur la disponibilité de l'offre, accompagner avec bien d'autres, puisqu'on n'est l'assurance maladie n'est qu'un acteur parmi d'autres, mais c'est l'action évidemment des maires que vous présentez, l'action des ARS, d'essayer d'accompagner les patients à retrouver des professionnels. On fait des choses très concrètes, d'essayer de proposer, quand un médecin part en retraite, d'essayer de proposer, avec leur accord évidemment, des listes de patients à d'autres médecins qui viennent de s'installer ou qui acceptent de prendre des patients, pour éviter de rupture de continuité, pour essayer d'accompagner chacun pour retrouver un professionnel de santé. L'accès territorial, essayer de structurer dans les territoires en accompagnant la création des maisons de santé, en les finançant, en fournissant des aides à l'installation, et enfin tout ce qui relève de l'accès financier aux soins, avec le déploiement de la complémentaire santé solidaire pour les assurés sociaux qui ont plus faible revenu, et de travailler sur la maîtrise des passements d'honoraires, sur ce genre de choses, pour là aussi améliorer l'accès aux soins, donc essayer d'avoir un accès un peu transverse sur l'accès aux soins. Et voilà pour cet éclairage un peu, et pardon si j'ai été un peu rapide, si je vous ai présenté beaucoup de chiffres, mais l'idée c'est de balayer un peu quelques enjeux assez macro de l'accès aux soins. Merci beaucoup Emmanuel. Non, c'était important effectivement de revenir sur le soin, voilà, et l'aspect curatif et cet accès aux soins, avec ces deux grands enjeux qui sont devant nous, effectivement le vieillissement, et ça c'est un sujet sur lequel les maires et leurs équipes municipales ont quelques leviers, évidemment, on pourra y revenir. Et puis sur les maladies chroniques, à la fois le dépistage et puis l'accompagnement de toutes ces maladies, ou l'évitement, évidemment, autant que possible. Et jouer sur les déterminants de santé, c'est vraiment important. Et puis quelques solutions. Et à la lecture de ce dernier slide, justement, ça montre bien que c'est une affaire quand même collective. Et je sais qu'Agnès Touvenot reviendra sur l'importance d'avoir une gouvernance territoriale de la santé avec tous les différents acteurs qui sont concernés, que ce soit les ARS, l'assurance maladie, les différentes strates des collectivités territoriales. Il y a un enjeu de se coordonner pour agir au mieux. Donc merci. Et puis en pointant du doigt évidemment les inégalités territoriales quand même d'accès aux soins et de répartition des médecins, qui est éminemment d'actualité, et encore plus sur le département de la Mayenne, puisqu'on a des élus très mobilisés sur le sujet. J'en viens à la deuxième partie. Alors on passe dans un tout autre registre, et merci à nouveau Emmanuel pour ce témoignage et cette introduction au sujet. Donc avec différents types de témoignages, de solutions très concrètes. À chaque fois, je vais demander à l'élu de pouvoir finalement présenter rapidement quand même la commune, d'où il est élu, sur quel sujet il est élu, et puis vite passer à quelle était la problématique de la ville, qu'est-ce qui a été mis en œuvre comme solution et les impacts que ça a eu. C'est un peu comme ça qu'on a préparé pour avoir des interventions assez courtes de quelques minutes, afin d'avoir différentes vraiment solutions prêtes à l'emploi qui ont fonctionné sur nos territoires, de différentes tailles de communes, et vous verrez que le sujet santé va s'élargir et s'entremêler à beaucoup d'autres politiques publiques, et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant. Et donc je commence par donc le premier axe, accès aux soins, offre de soins de premier recours, avec donc Laval. Je suis un peu jugé parti, mais c'est pas moi qui vais parler. Je vais laisser la parole à Eric Paris sur donc le service médical de proximité qui permet de retrouver du temps médical à Laval. Et la solution est assez étonnante et a fait beaucoup de petits ailleurs, mais on pourrait y revenir. Eric, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Donc,
Éric Paris, conseiller municipal à la ville de Laval et puis donc en charge de la santé et de l'accès aux soins. Donc notre service médical de proximité, centre de santé Henri Dunant, a été créé en juin 2017. Il a été créé tout simplement parce que nous avions constaté, nos prédécesseurs, la diminution de la ressource médicale, qu'il y avait de plus en plus de patients qui n'avaient plus de médecins traitants et un engorgement du service des urgences. Alors l'idée était d'apporter une réponse au premier recours, de faire intervenir des médecins nouvellement retraités avec aussi des internes et si possible des internes en fin de cursus. Ce centre devait être expérimental et limité dans le temps à 3 ans. Une réflexion devait aussi mener en parallèle sur des activités pluridisciplinaires. Alors, plusieurs partenaires, bien sûr, sont intervenus dans la mise en place de ce centre, avec plus particulièrement donc la ville de Laval, le département, l'ARS, l'ordre des médecins, et puis la mutualité française, puisque c'est elle qui avait démarré en tant que gestionnaire. Et puis le principe aussi donc, d'une évaluation effectivement de ce centre de santé. Et bien vous voyez, on est en 2025, 8 ans plus tard, on a passé largement les 3 ans. Actuellement, ce centre occupe des locaux d'à peu près 150 mètres carrés, avec 13 médecins retraités qui se relaient, avec 3 internes. Tout ce petit monde-là représente à peu près 3 équivalents temps plein de services médicaux. Ils sont aussi assistés par 2 secrétaires, une secrétaire qui est mise à disposition par la ville de Laval et une autre secrétaire mise à disposition par le département. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Donc les médecins, donc, ce sont des salariés. Alors initialement la mutualité et maintenant le groupe Vive a pris le relais et la ville de Laval comme le département, en plus de la mise à disposition, ils assurent le paiement du loyer des locaux par le biais d'une convention qui va aller jusqu'à 2029. En termes d'activité, eh bien, au démarrage 2018, ce centre assurait 12 000 consultations par an. En 21, nous étions montés à 18 000 et quelques. Et en 24, à près de 20 000 consultations. On voit que ça explose complètement. Le centre sous 150 à 200 appels par jour. C'est maintenant plus de 5 000 patients qui ont déclaré le centre Henri Dunant comme médecin traitant. Et autre point notable, 40% des patients bénéficient de la complémentaire santé ou de l'AME et on a un taux de surprécarité qui avoisine les 32%. Je passerai sur la rémunération médicale avec la partie activité et puis une partie CPAM, juste pour dire qu'ils sont passés de 570 € par vacation d'une journée à près de 750 aujourd'hui, mais vous avez vu que l'activité a complètement explosé. Et puis enfin, pour terminer, eh bien, il y avait une partie évaluation et évolution du projet. Sur la partie évaluation, eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que un système qui devait durer 3 ans, on arrive déjà à 8 ans, donc c'est un système qui se pérennise, mais c'est un système qui est apprécié. Il est apprécié des médecins eux-mêmes, des médecins retraités, qui apprécient donc de donner un petit peu de temps, avoir des plannings qui sont très souples, de travailler en groupe, d'avoir des temps de réunion, du partage. Ils apprécient aussi le compagnonnage, apprécier des internes qui eux aussi voient dans cette expérience, dans cet exercice-là, quelque chose de très intéressant pour leur future installation, apprécié par les patients
puisqu'on a vu qu'ils sont quand même passés de 12 000 à près de 20 000. Donc c'est un centre qui est bien connu et très utilisé. Et enfin, je pense, apprécié des collectivités qui le soutiennent. Mais par contre, c'est un centre qui montre ses limites. D'abord, en termes d'espace, puisque l'activité a explosé, les 150 mètres carrés ne suffisent plus. De par l'environnement, on voit la précarité qui augmente presque de jour en jour, et les limites. Il n'y a pas forcément eu beaucoup d'installations d'internes après leur passage dans le centre. D'où l'idée d'un nouveau projet, et je vais conclure là-dessus, sur 3 points. D'abord, le premier, consolider l'existant, avec donc l'amélioration des locaux, avec l'évolution des ressources humaines en termes de secrétariat, mais aussi sur la réflexion pluridisciplinaire, en intégrant donc des travailleurs sociaux, des infirmiers en pratique avancée, assistants médicaux. Sur le deuxième point, c'est faire un focus justement sur la précarité en travaillant avec les associations qui sont en phase sur la ville. Et puis le troisième point, eh bien, essayer de favoriser encore plus l'installation des jeunes praticiens en leur proposant un cursus salarié limité dans le temps de 1 ou 2 ans au sein du centre de Henri Dunant, pour après aller en collaboration avec les CPTS et l'ordre des médecins, aller après sur une installation libérale. Voilà, en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été long pour décrire un petit peu le centre Henri Dunant, l'idée de départ et puis donc ce que pourrait être un nouveau projet. Merci Eric, c'était assez clair. Effectivement, ce qui distingue ce service d'un centre classique, c'est que le salariat n'est pas fait par les collectivités, qui est quand même compliqué, mais effectivement par un groupe mutualiste, le groupe Vive. Et ce qui fait sa deuxième spécificité, c'est qu'il ne salarie pas des médecins. Finalement, si je suis caricatural, c'est des médecins qui ne sont pas encore médecins, des internes, avec des médecins qui ne seraient presque plus médecins, des médecins retraités. Et donc on retrouve du temps médical. Et les deux assemblés font que on a une offre de soins dans un désert médical pourtant, et on retrouve et puis ils font office de médecins traitants en lieu et place de vrais médecins, alors que c'est pas toujours le même médecin qui est vu par les patients. Donc ça fait beaucoup de petits, ça a été développé ensuite sur toute la région des Pays de la Loire, il y en a eu à Cholet, au Mans, et à chaque fois qu'on fait cette présentation, que ce soit Eric ou moi, on avait fait des petits. Je sais que Albi a développé son service médical de proximité. Et donc voilà, c'est une solution qui est quand même assez prête à l'emploi, où la collectivité impulse, met autour de la table tout le monde et facilite la mise en relation pour des locaux et finance une partie de ce secrétariat médical. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat et on les reprendra. Et Eric ou moi, on se fera un plaisir de vous en parler. Je passe tout de suite, sans transition, à un autre exemple mayennais. Dont on a beaucoup parlé sur ce mandat-là, qui s'est beaucoup développé dans de nombreuses communes, mais encore certaines communes ne sont pas couvertes, c'est les mutuelles municipales. Et je vais laisser donc la parole à Jérôme Allaire, qui est maire d'Entram. Je te laisse te présenter la commune avant, Jérôme. Bonjour, Jérôme Allaire, donc je suis maire d'Entram, commune mayonnaise de 2300 habitants. Que dire d'Entram? Un bon passé historique. Elle a un passé aussi autour de l'agroalimentaire et des métiers du lait. Voilà, un très bon fromage qui s'appelle l'Entram d'ailleurs, qui a été médiatisé dans la famille Bélier à l'époque, vous vous souvenez, avec l'OUAM. Voilà. Alors, mutuelle municipale, à Entram, on s'est retrouvé dans une situation en début de mandat entre deux eaux. On a eu une période sans médecin pendant pas mal d'années. Ça n'a pas été si long que ça finalement. Quand on se compare à d'autres, il faut aussi parfois se dire qu'on n'est pas si à plaindre que ça. On avait un couple de médecins qui est parti à la retraite. Ils s'étaient mariés, ils sont arrivés ensemble, ils sont partis ensemble. Voilà, pour faire court. Et on a eu un trou de 5-6 ans à peu près, le temps du mandat précédent, quasiment.
Donc on s'est posé la question aussi des services. Alors il y a différentes choses qui sont mises en place sur l'accompagnement, par exemple à la retraite, un peu de santé mentale aussi avec des associations qui nous accompagnent. Mais je pense qu'on a eu cette réflexion tout simplement parce qu'un des adjoints, alors à l'époque il n'était pas adjoint quand on a débuté le mandat parce qu'il ne souhaitait pas, finissait son activité professionnelle dans une assurance et il connaissait très bien les mutuelles. Et on s'est posé la question des mutuelles communales en disant mais qu'est-ce que l'on peut faire pour une partie de la population qui est une population vieillissante qui ne venait pas nous solliciter directement, mais on en entendait parler dans le cadre finalement des rencontres avec nos anciens, qui se posaient les questions de comment bien s'assurer en matière de complémentaire santé. Des difficultés aussi pour un certain nombre de familles. Moi, je parle de familles décomposées. On parle de familles recomposées. Moi, je trouve que la difficulté qu'on a en France, c'est plutôt avec les familles décomposées dans un premier temps, qui se retrouvent parfois avec des coûts relativement importants. Et des personnes qui sont en difficulté aussi pour trouver la bonne protection, puisque parfois entre deux emplois, avec une obligation de s'assurer par soi-même. Donc l'absence de médecin pendant plusieurs années, qui a aussi amené sans doute des questionnements différents, avec moins de réponses, moins d'assurance dans les réponses, parce que les gens ne sachant pas vers qui se tourner. Et puis tout ça nous amenait vers un constat de personnes en difficulté pour choisir cette mutuelle de santé individuelle. Donc par le biais de notre élu, qui depuis est devenu adjoint, on a travaillé un appel à partenariat. Un appel à partenariat qui reprenait un cahier des charges, je pense, qui est disponible sur le web. On a vraiment personnalisé à notre besoin et en fonction vraiment de la compétence que l'on avait dans l'équipe. D'une personne sur mais comment solliciter les mutuelles de la bonne manière, en étant exigeant et sans que l'assuré ait des surprises 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Donc on a fait un appel à partenariat, favoriser l'accès au droit à la santé pour tous, sous forme d'un cahier des charges. Avec quelque chose de très clair en disant, ben voilà, on notera les réponses de telle manière, à la fois sur le fond et la forme, sur les coûts, sur les protections. On a sollicité un certain nombre d'assureurs et on a eu très peu de réponses finalement à l'époque. On s'est retrouvé avec Mutualia, qui est un groupe mutualiste issu de la MSA, et puis heureusement un deuxième qui est un courtier en assurance local, qui s'est dit mais moi je peux répondre, je vais regarder ce que je peux faire, qui lui a proposé une assurance issue du milieu maritime, Sambo. Alors moi je ne connaissais pas du tout avant. Voilà. Et à partir de là, on s'est retrouvé avec ces deux propositions qui ont été retenues à la fois parce qu'elles étaient intéressantes sur le fond et la forme. Alors, on ne s'était pas donné d'objectif réellement. On ne savait pas. Est-ce que ça va répondre à 10 personnes? On s'est dit, même si c'est que 10 personnes sur une commune de 2300 habitants, ça sera déjà un succès. Et on a fait le constat, on a fait un point là, il y a très peu de temps. On arrivait au 3e anniversaire. On n'a pas souhaité relancer d'appel à partenariat parce qu'on s'est dit que ça se passait bien. On a reconduit ces mêmes assureurs pour le moment. Et on arrive on vient de dépasser la centaine d'adhésions, ce qui est beaucoup plus que ce que l'on pensait. Ça peut paraître peu, mais la dimension de notre commune, on trouve que c'est relativement important finalement. Et que entre des gens qui sont finalement hors emploi, parce que vraiment en difficulté pour trouver un emploi, et les personnes retraitées. Voilà, on arrive sur cette centaine d'adhésions aujourd'hui avec des sollicitations finalement qui se font avec le temps. Et on s'est rendu compte qu'une fois le cap des 15-20 personnes, 15-20 contrats individuels, ensuite ça s'est vraiment fait de bouche à oreille. Ce que l'on a sollicité, alors surtout Mutualia, plus que le courtier, parce que c'est pas tout à fait la même capacité de prestation, c'est que Mutualia nous a accompagnés 1 fois par an, jusqu'à maintenant, sur la détection d'audition, par exemple.
Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, je trouve que c'est une expérience assez réussie. Sans doute que le fait que la ville soit impliquée dans rendre accessible cette mutuelle a peut-être permis le développement, mais une centaine d'adhésions, effectivement, ça fait pas loin de 4-5% de la population qui finalement se trouve couvert par une assurance qu'ils n'avaient pas forcément, peut-être pas adaptée. Donc là aussi, je trouve que c'est un très bel exemple pour si dans les communes où vous pensez candidater, il n'y ait pas cette solution, je vous invite vraiment à regarder ça de près. Alors ça ne répond, ça n'a aucun coût pour la commune. Et aucun coût, bien sûr. De facilitateur ou de support. De mise en relation. Oui. Voilà pour 2 exemples, on va dire, autour de l'accès aux soins, s'il faut les mettre dans une catégorie de famille. La deuxième partie qu'on voulait développer, effectivement, c'est comment on rend le citoyen acteur de sa propre santé et la promotion de la santé presque dans tous les politiques publiques et dans la vie du quotidien. Et donc, Villeurbanne est très en pointe, a une très belle histoire sur le sujet et va nous présenter 2 solutions à la fois. Donc Villeurbanne, taille un peu plus grande, mais je laisse Agnès Touvenot, donc première adjointe, en parler. Et je crois que tu es en binôme. Bonsoir, je suis donc en binôme avec Sébastien Chatin, qui est conseiller municipal délégué au sport santé, et donc voilà, il complétera la présentation. C'est vrai que peut-être pour revenir sur le rôle du maire, et notamment si on reprend vraiment la définition de l'OMS et la manière dont la santé on parle de promotion de la santé selon la charte d'Ottawa, c'est comment est-ce qu'on agit sur les déterminants individuels, sur les déterminants liés au milieu de vie et sur les déterminants liés au système, et notamment donc système de santé, ça on vient de le voir. Et c'est vraiment cette combinaison des 3 qui est très importante. Voilà, et sur lequel nous, les élus locaux, on a un levier d'action possible, notamment autour de la promotion de la santé et la manière dont on accompagne les personnes, les habitants, pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé. C'est un des enjeux majeurs, notamment dans toute la question de la prévention, mais c'est comment est-ce que voilà, on arrive à accompagner les populations pour qu'elles soient actrices de leur état de santé, à la fois pour aller faire les dépistages qui sont proposés dans le cadre de l'assurance maladie ou d'avoir une activité physique adaptée à leur santé, ou qu'elles aient des habitudes alimentaires qui soient plus saines et qui permettent d'être en meilleure santé. Et à chaque fois, c'est quand la manière dont on travaille à Villeurbanne sur la question de la promotion de la santé, c'est à la fois comment est-ce qu'on renforce les aptitudes individuelles et collectives à devenir acteurs. On a du coup on a plein de services. On a un point accueil écoute jeune, donc des psychologues. On a des actions d'éducation en santé dans les centres sociaux, voilà. Et en fait, je vous suggérais deux services qu'on a développés. Alors, c'est sûr que quand on est dans des communes beaucoup plus petites, il y a forcément la capacité à tout faire, mais en revanche, ce qui me semble, c'est comment est-ce qu'il y a des éléments qui sont reproductibles, quelle que soit en fait la taille de la commune. Le premier sujet, c'est la question du service de santé scolaire. Les services de santé scolaire, ils ont été créés par l'éducation nationale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment en 1946, il y a une ordonnance qui crée les services de santé, les santé scolaires. Et il y a quelques villes en France qui ont gardé le service de santé scolaire, notamment donc Villeurbanne, on est 11 villes. Il y a déjà aujourd'hui on est 11. Il y a des villes qui hésitent à le garder parce que finalement ça coûte cher. Donc ça. Voilà, et donc aujourd'hui, le service de santé scolaire à Villeurbanne, c'est 13 infirmières, il n'y a que des femmes, une infirmière coordinatrice. On a 26 écoles et donc ça fait un mi-temps de temps infirmier par école. Elles ont 3 missions aujourd'hui. Elles réalisent les bilans et dépistages individuels qui sont obligatoires de santé dans les établissements scolaires, notamment pour l'entrée au CP et en CE2. Il faut savoir que la santé scolaire à l'échelle nationale, il y a plusieurs rapports qui sont parus par le Haut Conseil en santé publique, il y a eu la Cour des comptes,
Globalement, l'État ne remplit pas du tout ses obligations et il y a quasiment, je ne sais pas si dans les élus qui sont là, s'il y a des enfants, s'ils ont des enfants, mais bon, alors, globalement, nos enfants ne voient jamais d'infirmiers, de médecins scolaires sur leur parcours, sauf exception. Voilà, donc nous, ce sont les infirmières de santé qui réalisent les bilans individuels. Elles travaillent sur les compétences psychosociales des enfants et notamment elles font beaucoup d'accompagnement autour de la prévention sur le sommeil, sur le bien manger, sur la question des écrans, sur la question du harcèlement. En fait, ce sont nos... Et bien sûr, elles réalisent aussi les PAI et elles permettent de prendre en charge les PAI. Voilà. Et puis, troisièmement, elles ont un rôle d'accompagnement des enfants et des familles en lien avec les équipes éducatives et notamment en cas de crise. Donc, par exemple, on est dans une grande ville, Villeurbanne, c'est 163 000 habitants, donc c'est une grosse ville. Bon, voilà, parfois, on est obligé de confiner les enfants parce qu'on a des risques autour de l'école. On a des personnes qui se baladent avec des armes, on en a encore vécu récemment. Voilà. Et donc, en fait, les infirmières scolaires, elles sont aussi ces personnes ressources au sein de l'équipe éducative pour accompagner les enfants, les familles, notamment aussi dans le cadre des signalements, dans le cadre de la protection d'enfance. Voilà. Alors, c'est un service qui coûte cher à la ville, qui est très mal financé par l'État. Je le dis tout de suite pour les élus qui disent on va créer un service de santé scolaire. C'est pas une bonne affaire parce que l'État aujourd'hui nous verse 50 000 euros pour un coût de service qui est autour de 800 000 euros. Voilà, on est très mal financé. Il y a des communes qui s'en sortent mieux, mais bon, nous, Villeurbanne, on n'est pas très bien financé. Voilà. En revanche, si je peux transmettre une idée qui pourrait être reproductible, c'est peut-être de financer des vacations de temps infirmiers dans les écoles sur des sujets qui seraient définis comme prioritaires par la commune. Notamment, on a des indicateurs de santé qui sont disponibles à l'échelle des communes ou à l'échelle des Comcom. On peut même avoir à l'IRIS, nous, comme Villeurbanne, c'est une très grosse ville, on a à l'IRIS, on a l'ensemble des données de santé et ça permet d'avoir des éléments assez intéressants, notamment c'est des éléments qui ont été présentés au début, mais par exemple sur les caries, sur le nombre d'enfants qui n'ont pas toute leur vaccination, voilà. Et aujourd'hui, la manière dont on intervient, on fait de l'universalisme proportionné et ça aussi c'est un concept que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'on intervient pour tous les enfants, mais on proportionne notre activité en fonction de la santé des enfants et donc dans les quartiers où la santé est plus fragile, donc bon, ça correspond aux quartiers pour les écoles qui sont en REP et REP+, on accentue, on augmente le temps infirmières scolaires. Voilà. Et ça permet d'avoir un certain nombre de données de santé parce que l'ensemble des enfants sont vus et ça nous permet d'orienter un certain nombre d'actions. Donc après, Sébastien il va y revenir, mais notamment la coordination avec le service des sports sur le développement de l'activité physique pour la lutte contre le surpoids et l'obésité. Ça nous permet aussi, par exemple, de prioriser l'intervention de dentistes bénévoles dans les écoles pour faire les bilans dentaires. Voilà, donc ça c'est un service auquel on tient, qui reste fragile parce que ça, je le disais, ça coûte cher. Mais au-delà de se dire qu'on a un temps d'infirmier, un mi-temps d'infirmier par école, voilà, on a entre 600 et 800 enfants par école. En tout cas, du temps infirmier, c'est plus facile à trouver que du temps de médecin. Nous, on n'arrive plus à recruter de médecins scolaires. Mais ça permet d'avoir un appui et une visibilité et une priorisation des actions à conduire en matière de promotion de la santé. Voilà pour le service de santé scolaire et je laisse la parole à Sébastien pour notre programme En forme à Villeurbanne. Merci Agnès. Merci Agnès. Oui, donc je vais me présenter rapidement, Agnès l'a fait. Donc moi c'est Sébastien Chatin, je suis conseiller municipal délégué au sport santé. Et donc je travaille, je fais le lien avec l'adjoint au sport et l'adjointe à la santé. Et donc je vais vous parler du programme En forme à Villeurbanne. Donc c'est un programme de sport santé qu'on porte depuis déjà quelques années, qui s'est étoffé au fur et à mesure du temps. C'est une démarche de prévention évidemment et de promotion de la santé. Je pense que maintenant on est tous convaincus et tout le monde le sait que l'activité physique
ça a un impact positif sur la santé. Donc c'est un programme qui regroupe plusieurs dispositifs et le tout est piloté par une maison sport santé qui est portée par la ville mais qui est ouverte à différents partenaires. On a par exemple tous les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les kinés, etc. Et que ce soit aussi les associations sportives qui proposent des activités sport santé. Cette maison sport santé, elle est reconnue par l'État par l'intermédiaire de la DRAGES. Et puis l'ensemble des dispositifs sont pilotés, comme Agnès le disait tout à l'heure, par soit la direction du sport, soit la direction de la santé publique de la ville, soit, et c'est souvent le cas, soit par les deux. On a fait un choix important au début du lancement de ce programme sur le public qui était ciblé. On a vraiment voulu proposer ces activités aux personnes les plus éloignées de l'activité physique pour réduire les inégalités de santé. Tout à l'heure, on l'a entendu, il y a quand même un nombre de personnes en France qui est conséquent, qui sont atteintes de maladies chroniques. Nous, l'idée, c'était pas de cibler en fait toutes ces personnes-là, parce qu'il y en aurait beaucoup trop, comme l'a dit Agnès, il y a 163 000 habitants à Villeurbanne. Donc nous, c'était vraiment de cibler sur les personnes les plus éloignées de l'activité physique, celles qui ne seraient pas allées, même avec une promotion de la santé forte, qui ne seraient pas allées faire des démarches pour s'inscrire dans une association sportive ou dans une autre activité physique. Portée par exemple par les centres sociaux, etc. Donc c'est vraiment Alors, visiblement, Villeurbanne, sa boîte une grande ville est mal connectée. Continuer l'activité physique après la prise en Si on t'entend plus trop. Désolé, ça a coupé. On t'entend plus. Oui. Je reprends un tout petit peu avant alors. Ouais. La dernière phrase. Donc, voilà, c'était juste que un des objectifs également, c'était que les bénéficiaires puissent continuer l'activité physique après la prise en charge par les éducateurs de la ville. Donc c'est là où la notion de réseau elle est importante, c'est-à-dire qu'il faut faire du lien avec les professionnels de santé et aussi avec les associations sportives ou les centres sociaux ou d'autres acteurs qui pourraient proposer de l'activité physique après la prise en charge de ces bénéficiaires. Et je précise au passage que tous les intervenants de ces dispositifs sont des enseignants APA, donc activité physique adaptée. Alors je peux lister rapidement les différents dispositifs qui sont dans le programme Enfants à Villeurbanne. Donc on a pour la petite enfance le programme PACAP, donc qui est porté par une association dans les centres sociaux de la ville. Donc ça se tourne surtout autour de l'alimentation saine, de la promotion de l'activité physique, pour les familles les plus éloignées encore, on va dire, de ces notions-là. On a un grand programme en format à l'école. Alors Agnès en a parlé tout à l'heure, grâce aux infirmières scolaires de la ville, qui repèrent notamment les enfants qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Et donc on a des dispositifs, le passeport santé, ça c'est plutôt pour les enfants de CM1, CM2. Et puis on a lancé cette année le petit passeport santé. Alors là c'est directement pour les enfants qui sont repérés en grande section de maternelle. Donc avant que les choses s'empirent, on va dire, on essaye de travailler avec les familles et les enfants dès le plus jeune âge. Donc on a à peu près entre 60 et 70 enfants qui sont concernés sur la ville de Villeurbanne par ces activités-là. Une activité également sur le périscolaire du mercredi matin avec un dispositif Je Bouge. Donc là, c'est aussi des associations sportives qui interviennent pendant le périscolaire pour promouvoir l'activité physique auprès de tous les enfants de la ville. On a un dispositif qui s'appelle En forme à tout âge. Donc là, c'est plutôt pour les seniors. Alors, ça se passe dans les résidences autonomie. Mais c'est aussi ouvert à d'autres personnes âgées qui vivraient chez eux, chez elles, et donc qui pourraient participer à ces ateliers. Donc c'est fait en partenariat avec d'autres associations également. Et puis là, c'est tout le travail en fait qui est autour de la prévention des chutes, autour du travail sur l'équilibre, etc. etc. Un grand dispositif aussi qui a été lancé il y a quelques années, c'est En forme sur ordonnance. Alors là, c'est du sport sur ordonnance, que je pense que vous en avez
entendu parler. Donc ça, c'est pour les patients souffrant d'ALD, donc avec une ordonnance d'un médecin. Donc là, la notion de réseau, elle est hyper importante. Là, on a sur la centaine de médecins à Villeurbanne, il y en a déjà les 2/3 qui prescrivent des ordonnances pour l'activité physique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, on ne peut pas recevoir toutes les personnes, et donc c'est un vrai travail avec les médecins pour qu'ils puissent cibler en amont les personnes qui seraient concernées par nos dispositifs. Et puis, je parlais de réseau, donc ça c'est avant la prise en charge, et puis après la prise en charge, donc on travaille avec une dizaine d'associations sportives qui proposent des séances sport santé à la sortie du dispositif, donc en forme sur ordonnance. Sur ce dispositif, on a une file active d'environ 70 personnes. Et la bonne nouvelle, Agnès parlait tout à l'heure de financement, c'est effectivement très important. C'était porté à quasiment à 100, oui, pas quasiment, à 100% par la ville de Villeurbanne. Et depuis quelques mois, on a lancé un partenariat avec la CPAM pour que justement ces prises en charge puissent être partagées. Voilà, on va dire partagées. Donc ça, c'est un point très important parce que je sais qu'avec mes collègues élus d'autres villes du réseau des villes sport santé, ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, effectivement, pour que ça puisse être financé au niveau des CPAM. Et puis d'autres dispositifs, comme En forme dans mon quartier, où c'est une organisation de marche hebdomadaire dans les 5 quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà, c'est une fois par semaine, et l'idée c'est que les gens puissent se retrouver, sortent de chez eux, pour qu'on puisse retrouver aussi le bénéfice du sport qui est de voir d'autres personnes aussi. Hein. C'est pas forcément que pour la santé, mais juste pour la santé mentale également, pouvoir avoir des relations sociales avec d'autres personnes de son quartier. C'est important, et en tout cas ça c'est apprécié par les bénéficiaires. Et puis pour terminer, un autre dispositif qui est en forme au travail. Alors c'est pas forcément du sport santé en tant que tel, mais c'est plutôt pour les agents de la ville, avec notamment pour tous les agents qui sont très sédentaires, une communication de la part du service des ressources humaines importante, voilà, pour bouger, pour se lever régulièrement, pour avoir voilà une activité physique, même si c'est pas du sport, hein, on est loin de ça, mais une activité physique pour voilà pas rester trop sédentaire. Et puis pour d'autres professions, pour lutter contre les maladies, enfin ou en tout cas les troubles musculo-squelettiques. Je pense par exemple aux jardiniers, aux agents de maintenance, etc. Avec notamment des promotions sur les étirements, etc. Voilà, on essaye de valoriser toutes les postures, tous ces moments-là, pour que les agents puissent aussi être en bonne santé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, ou on les garde peut-être pour la fin. Oui, on va les garder pour la fin. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour cette présentation. Et puis un petit mot d'Agnès pour terminer sur cette partie-là, sur l'enjeu de la gouvernance territoriale en santé. Ou est-ce que tu veux le dire à la fin, Agnès ? Non, mais on peut le dire à ce moment-là. Ce qu'on observe, c'est que la question de la santé, c'est pas on l'a déjà dit, mais c'est pas qu'une question de soins. En revanche, on voit bien que la question du soin, elle est majeure dans la préoccupation des habitants, et on a des ressources institutionnelles type ARS, type CPM, et donc on a trois. Moi, en tout cas, ce que j'identifie, c'est qu'on a trois enjeux. Un, on a un enjeu de connaissances partagées. Et on a aujourd'hui beaucoup de données de santé, je le disais tout à l'heure, qui sont disponibles à l'échelle communale, voire à l'IRIS. Et donc, c'est comment est-ce que les élus locaux, en fait, on se forme globalement sur nos enjeux territoriaux spécifiques de santé. Par exemple, nous, on a découvert, bien sûr que les maladies chroniques, on sait qu'il y a beaucoup de maladies chroniques, mais en revanche, de savoir quelles sont les maladies chroniques et est-ce qu'il y a des caractéristiques selon les quartiers. Nous, par exemple, on a découvert qu'on avait un taux d'asthmatique 2 fois plus élevé. Alors, vous allez me dire, c'est pas très original, mais en fait, le long du périphérique, on va en fait de se dire que le long du périphérique, en fait, on a 2 fois plus d'asthmatiques, que c'est aussi les populations les plus pauvres. En fait, ça permet de prendre conscience des enjeux à la fois d'inégalités territoriales de santé. Donc voilà, et ce sujet-là, nous, élus, on commence à le savoir, on le travaille, mais après, comment est-ce que c'est vraiment partagé avec l'ensemble des partenaires, notamment la CPM, l'ARS, les professionnels de santé. Voilà, donc
mon enjeu de connaissance, c'est la question des données qui sont aujourd'hui hyper disponibles et les enjeux cartographiques de représentation de ces données. Pour moi, c'est un des premières briques d'une question d'une gouvernance territoriale en santé. Le deuxième, c'est qu'il existe des scènes de discussion partenariale et qui sont plus ou moins investies par les élus. Le Conseil local de santé mentale, c'est un espace qui est majeur, qui permet d'avoir une vraie discussion avec la psychiatrie. Et plus les élus sont investis dans le Conseil local de santé mentale, plus quand même on a une capacité à influencer modestement, mais quand même un peu, avec, auprès de l'ARS, auprès des hôpitaux, pour avoir un peu plus de moyens sur les CRP. Voilà. Donc on a ce sujet sur la santé mentale, et on a un autre espace, c'est la CPTS, la communauté professionnelle de territoire de santé. En tant que telle, les élus, la ville ne siègent pas forcément dans la CPTS, en revanche, puisque c'est vraiment une affaire de professionnels de santé, mais on voit bien que la ville, elle peut être aussi très facilitatrice de la CPTS. Et par exemple, moi, à Villeurbanne, la salariée de la CPTS est hébergée dans des locaux municipaux avec la direction de la santé publique. Donc ça permet aussi d'articuler, de mieux coopérer. Et le troisième sujet, c'est qu'on a des documents. Un document, c'est le contrat local de santé, donc le nôtre, là. Voilà, le contrat local de santé, c'est un document socle. Alors nous, il fait 90 pages, on n'est pas obligé d'être aussi gros parce que, notamment selon les tailles des communes, mais en revanche, un document qui fixe les priorités. Et ça permet vraiment d'asseoir le partenariat et de faire atterrir du droit commun sur le territoire. Il y a des financements qui existent, notamment de l'ARS, notamment de la CPM, pour faire atterrir en fait des financements qui existent dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, les inégalités d'accès aux soins. Et en revanche, si on n'est que dans ce que j'ai pu observer, si on n'est que dans une relation qui est très bilatérale et très au coup par coup, en fait, ça marche une fois, ça peut marcher 2 fois, mais c'est moins pérenne sur la durée. Et cette gouvernance territoriale, elle permet aussi, au moment, notamment, nous, ce qu'elle nous a permis, c'est au moment du Covid, moi, à cette époque-là, j'étais adjointe à la santé, les jours qui ont précédé le confinement et les coups de suite après, en fait, on avait déjà une très grande interconnaissance avec les acteurs du territoire, et ça nous a permis de dégainer hyper vite un centre de dépistage. Voilà. Et ça, cette connaissance-là, on n'espère pas qu'on aura d'autres cas de crise, mais quand même, cette interconnaissance-là des partenaires, elle permet de gérer un tout petit peu mieux la crise. Voilà. Merci beaucoup, merci Agnès pour ces éléments. C'est vrai que l'enjeu de gouvernance, de dire que ce serait toujours multi-parties prenantes, c'est important de le rappeler. Troisième volet, parce que je vois l'heure qui tourne, c'est sur le volet, et au Printemps des Mers, on voulait vraiment insister là-dessus, sur la santé environnementale, comment l'environnement a un impact sur notre santé et inversement, et donc de pouvoir agir sur tous les sujets de santé avec 2 exemples, donc Rezé et Volol, là aussi 2 tailles de communes complètement différentes. Et on va démarrer par Rezé. Un projet tout à fait atypique, mais aussi par la géographie et les infrastructures qui sont à Rezé. On fond sa typicité, mais peut être source d'inspiration. Donc je laisse Agnès Bourget, la maire de Rezé, nous en parler. Bonsoir à toutes et tous. Alors c'est pas moi qui vais en parler, non, ça c'est va pas être toi. Philippe qui a vraiment piloté avec une autre élue ce projet. Je vois plus Philippe. Il est là. Je suis là. Philippe. Voilà, Philippe. Donc je vais passer la parole à Philippe, qui est élu entre autres à la santé à Rezé, qui a vraiment suivi ce projet autour du bruit et l'incidence du bruit sur la santé de nos habitantes et nos habitants. Philippe. Oui, merci. Peut-être une petite présentation. Tout le monde, peut-être dans les présents, ne connaissent pas Rezé. Rezé, c'est une ville de la métropole nantaise qui est périphérique, qui est une ville de la première couronne et qui est une ville très traversante avec beaucoup de passages d'automobiles et de transports, etc. Et c'est une ville, vous le savez peut-être les uns ou les autres, mais qui est proche d'un aéroport important qui a des réels électroniques avec l'épisode de Notre-Dame-des-Landes et qui s'est soldé par le fait que l'aéroport restait sur la banlieue nantaise, donc
tout à fait à proximité de Rezé. Tout ça pour contextualiser la question qu'on a développée, nous, le travail autour de nuisances sonores et du bruit. Peut-être un rappel aussi, on est une équipe qui sommes arrivés à la ville aux dernières élections, et dans la ville, il n'y avait pas de délégation santé, donc on a créé une délégation santé, et assez rapidement, on s'est emparé de la vision très globale de la santé, incluant la santé environnementale, bien évidemment. Et à partir de ces questions-là, de la santé environnementale, on a été sollicité par des chercheurs de l'université Gustave Eiffel, de l'UMRAE, l'unité mixte de recherche en acoustique, qui est située juste à côté de Rezé, et qui souhaitait mettre en place un dispositif expérimental autour de l'implication des habitants sur la question des nuisances sonores. Alors nous, ça nous a parlé tout de suite, alors moi en tant qu'adjoint à la santé, et ma collègue Claire qui est adjointe à l'environnement, pour se dire, là on a un outil qui peut être très intéressant. Alors, le projet était construit de la façon suivante. Les chercheurs de l'université Gustave Eiffel avaient répondu à un appel à projet et sollicité la ville pour qu'on monte un dispositif expérimental qui permet d'associer les habitants à cette question des nuisances sonores. Nous, dans nos engagements et dans nos promesses de campagne, le travail avec les habitants et la participation des habitants le plus largement possible à tous les événements et à toutes les décisions que pouvait prendre la ville est quelque chose d'important et qu'on voulait développer et qu'on défend bien sûr. Et du coup, cette expérimentation intégrant les habitants nous a très rapidement séduit. Le principe est relativement simple. Les chercheurs de l'université Gustave Eiffel avaient développé une application qui s'appelle Noise Capture. C'est une application qu'on peut télécharger sur Android, qui est en open source, et qui permet aux volontaires, aux habitants qui vont participer à ces groupes de travail autour de recherche autour de la question du bruit, et bien d'aller eux-mêmes faire des captations sonores. Alors c'est pas un enregistreur, c'est une application qui permet, lors des déambulations qu'ils peuvent faire, par exemple, vous partez le matin, vous allez chercher votre pain à la boulangerie, vous déclenchez sur votre smartphone l'application Android qui va enregistrer l'environnement sonore, qui va enregistrer les bruits, non pas en les déterminant, là il y a un bruit de voiture, un bruit de ceci, mais en fonction de niveaux sonores. Ces niveaux sonores sont transmis directement sur les sites de recherche des chercheurs de l'université Gustave Eiffel, et au fur et à mesure des recherches et des captures de son, eh bien, vont pouvoir progressivement dresser des cartes sonores. Alors ça, c'est une première approche. L'autre approche, c'est qu'on a organisé des noise captures en groupe en prenant des endroits dans Rezé où les groupes de volontaires qui se sont assez vite manifestés, 10, 12, 15 personnes, étaient intéressés par ces questions-là parce que la nuisance sonore, le bruit d'une ville est très préoccupant pour beaucoup d'habitants. Eh bien, on a organisé des sessions de captation sonore en groupe sur différents endroits de Rezé, etc. Ça, c'était ce qu'on a appelé, nous, le Sonorezé 1, parce qu'on a fait plusieurs Sonorezés, plusieurs éditions, et c'était les éditions 2021-2022, Sonorezé 1. Alors, ces temps de recherche et de capture sonore en groupe, après, débouchaient sur des focus group qu'on organisait, où là, on allait échanger avec les habitants sur qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on ressent sur les bruits, et on s'est très vite rendu compte que le bruit n'avait pas le même impact en fonction des personnes, en fonction de leur vécu, en fonction de leur parcours, puisque pour une même puissance sonore enregistrée, par exemple, les ressentis étaient très différents. Et de là, on a pu commencer à travailler sur qu'est-ce qui influe, qu'est-ce qui impacte sur le ressenti d'un bruit, d'un son, comme étant ressenti comme négatif ou positif ou neutre, etc. Donc ces échanges-là étaient assez riches et assez intéressants pour tout le monde, d'autant plus qu'on était sur un triptyque en fait, où on avait un trio. Il y avait les chercheurs qui, eux, travaillaient évidemment dans leur domaine de compétences sur la transcription des bruits captés, les habitants qui allaient, eux, se mettre en situation de recherche, et nous, élus, qui étions pas plus avancés que tout le monde sur ces questions d'impact sonore, et qui étions là aussi en attente et en recherche
l'idée étant quelque part de pouvoir nous aider quelque part à la prise de décision pour travailler sur cette question de son. Alors, on a travaillé sur la captation sonore, mais on a travaillé aussi sur des cartographies de zones de calme, parce qu'en enregistrant du bruit, on enregistre aussi du calme. Et donc, on a pu faire une carte de calme, une carte de territoire plus sonorisé que les uns que les autres, mais tout ça, ne répondant pas forcément à des images qu'on pouvait avoir. Oui, le bruit d'un boulevard, c'est fort et c'est désagréable, et le bruit d'un parc, c'est calme et donc c'est agréable. On a découvert des zones de calme dans des endroits assez urbanisés et des zones qui étaient supposées être bruyantes et moins stressantes que certaines autres. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses qui nous a permis de faire un premier séminaire de fin de Sonorosé, puisque l'appel à projet était prévu pour l'année 2021-2022. Et en juin 2022, on a fait un séminaire de restitution qui a permis à pas mal de gens, de collectivités de venir également. Nous, on est évidemment une ville de la métropole nantaise, donc les services de la métropole, l'environnement santé étaient présents aussi sur cette restitution. Et on a fait un truc un petit peu intéressant, c'est que on avait demandé à 3 artistes de venir et d'improviser, s'ils acceptaient, sur une boucle sonore que les chercheurs avaient isolée, qu'ils n'avaient pas entendue auparavant, et sur des sons. Alors on a un saxophoniste qui a improvisé, un batteur qui a improvisé, et des circassiens qui ont improvisé. Ils ont tous les 3 improvisé sur la même boucle sonore. Et en fait, sur la même boucle sonore, en fonction des instruments utilisés, le ressenti des personnes qui écoutaient ces restitutions sonores n'était pas du tout identique. Je prends l'exemple, à un moment donné, le saxophoniste fait une improvisation évidemment sur un son qui était un petit peu désagréable, qui était un peu aigu, c'était des sons, je ne me souviens plus, de sonnettes, de klaxons, etc. Et avec le saxophone, ça rendait les choses assez difficilement supportables. Les circassiens faisaient un numéro d'équilibre, de trapèze, etc. Et sur la même boucle sonore, le même son était ressenti de façon beaucoup moins agressive parce que dans un environnement beaucoup plus apaisé. Et donc, la nuisance sonore, elle est relative aussi à l'environnement. Donc ça, c'était un petit peu la première étape de Sonorosé 1. Il se trouve que l'université Gustave Eiffel et nous avons répondu à un second appel à projet qui a permis de capter un financement beaucoup plus important de l'Agence nationale de la recherche et qui a permis d'étoffer cette équipe de chercheurs en y associant des universitaires et des maîtres de conférences en recherche et en projet de paysage, etc. Et là, on a ce groupe d'habitants qui s'est structuré. Il y a eu des fidèles, il y en a qui sont venus, qui sont repartis, d'autres arrivés. On a à peu près, sur les 2 épisodes de Sonorosé, connecté avec à peu près 300 habitants qui ont pu travailler comme ça, enfin nous accompagner, on les a accompagnés également sur cette question du bruit. Et le Sonorosé 2, puisqu'on avait des moyens un peu plus importants et que les habitants voulaient que les choses se concrétisent de façon un peu plus précise, on a travaillé avec eux sur qu'est-ce que vous voulez, sur quel axe vous voulez plus travailler sur ce Sonorosé 2 qui est prévu de 2023 à 2025, qui va s'achever donc bientôt. Et les habitants, unanimement, ont souhaité travailler sur la question du bruit aéroportuaire. Évidemment, pour nous, on y a répondu favorablement, puisque c'est une question évidemment très importante pour nous, les questions de nuisance d'aéroport et les impacts sur la santé que ça peut avoir, et dont on sait évidemment, l'OMS a beaucoup de production sur ces questions-là, qu'il y a des impacts qui sont très variables et très nombreux, les nuisances sonores des bruits aéroportuaires sur la santé des habitants et des riverains. Et donc on a fait ce travail-là, se sont trouvés intégrés également des habitants qui avaient des compétences sur l'analyse des trajectoires d'avions, etc. Donc on a fait un travail qui est un travail un petit peu à côté des recherches, enfin des travaux que peuvent mener la Direction générale de l'aviation civile, que peuvent mener également la préfecture, etc., pour essayer de nous dire constamment que le nombre d'avions, même s'il augmente, vu que les avions sont moins bruyants, c'est pas forcément plus nocif, etc. Eh bien nous, les captations sonores qu'on a pu faire, les chiffres qu'on a pu récolter montrent que c'est pas tout à fait vrai, et on a pu comme ça établir d'autres
paramètres, d'autres critères de nuisance, etc. Je vous en cite quelques-uns. Par exemple, on a pu calculer de façon quand même relativement précise avec les captations sonores faites sur des tranches horaires, sur différents points, pas forcément sur proximité des pistes bien entendu, mais différents points de la ville, que le créneau entre 6h et 7h, évidemment, l'heure du décollage des avions est beaucoup plus bruyant, et qu'un avion décollant à 6h réveille en moyenne 200 habitants. Donc 200 habitants dont le sommeil est perturbé dès 6h du matin par le décollage des avions. Voilà, des résultats aussi sur la gêne. On a fait un travail sur la gêne enregistrée, sur la gêne perçue, sur la gêne ressentie. Et on a calculé, quand je dis on, évidemment, c'est le travail des chercheurs en acoustique et des universitaires, qu'en moyenne, on perd 300 années de vie en bonne santé, sont perdues tous les ans à l'échelle de Rezé par rapport à ces nuisances sonores. Et donc ça nous amène à devenir aussi, sur ce groupe de réflexion, sur ces habitants qui travaillent, etc., sur ces questions-là, à être devenus aussi des interlocuteurs écoutés par les instances qui gèrent cette question de nuisance aéroportuaire. Et donc ça a des impacts aussi sur l'aide et sur la prise de décision et sur l'évolution de ce qu'on peut mettre en place sur justement ce combat qu'on mène ici à Rezé pour limiter les nuisances aéroportuaires de cet aéroport qui est quand même relativement important. Donc voilà, pour faire très, très court, ce Sonorezé 2 s'achève demain, puisqu'on a la dernière réunion avec les habitants et où on fait non pas un bilan, puisqu'on les a fait au fur et à mesure, et puis on va plutôt faire une fin de Sonorezé où les chercheurs vont prendre un petit peu de recul, mais il se trouve que les habitants qui ont participé, il y a un noyau dur qui souhaite continuer. Et donc demain, on va voir de quelle façon, sans que ce soit un dispositif de recherche scientifique comme ça pouvait l'être jusqu'à maintenant, mais que cette question de nuisance et de bruit et de son de la ville et de santé environnementale liée au bruit puisse se poursuivre et voir de quelle façon également. Alors sur la question de la continuité du processus porté par les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel et de l'UMRAE, de l'unité mixte de recherche en acoustique environnementale, eh bien, on a eu au cours de ces deux sessions de Sonorezé, en particulier sur la deuxième, énormément de contacts avec des villes étrangères. On a fait des interventions à Barcelone, on a été sollicité par beaucoup de médias qui se sont intéressés à ce dispositif de Sonorezé, ce dispositif sur lequel je rappelle qu'il est relativement simple puisqu'il s'agit de télécharger des applications qui ont été créées par les universitaires, donc qui s'appellent Noise Capture, et pour pouvoir enregistrer et capter des sons et que ces sons-là fassent l'objet après de cartographie. On a travaillé aussi avec les écoles et on a plusieurs cartographies, plusieurs cartes de sons, plusieurs cartes graphiques qui représentent un petit peu ce que les uns et les autres ont pu ressentir. Eh bien, les universités, on va organisé le 20 juin prochain. Je vous donne l'information si certains d'entre vous étaient intéressés. On fait un webinaire de réplicabilité, c'est-à-dire qu'il y a des demandes d'autres structures d'utiliser ce dispositif pour le mettre en place, peut-être pas simplement sur des questions de nuisance sonore, mais également sur des questions de santé environnementale avec le même type de dispositif. Donc on a un webinaire le 20 juin sur toute la matinée pour les structures intéressées pour voir comment ça pourrait se dupliquer. Évidemment, je vous fais un résumé très rapide de ce qu'a pu être Sonorezé pendant ces presque 5 années de travail, de recherche et de grenouillage autour de la question sonore. Il y a un site qui peut vous donner toutes les informations nécessaires et suffisantes. Il suffit d'aller de faire sonorezé.fr. Sonorezé évidemment sans accent sur le E. Sonorezé.fr, et là vous aurez toutes les informations sur le dispositif Sonorezé avec les cartographies, avec les recherches, avec la description de l'équipement, enfin toutes les informations que vous souhaitez avoir sur ce dispositif-là et sur sa pertinence et sur le fait que les habitants sont effectivement très intéressés pour travailler sur ces questions d'environnement sonore
et sur tout ce sur quoi ça peut déboucher en termes de réflexion sur le son, qu'est-ce que c'est, le bruit, qu'est-ce que c'est, à quel moment un bruit est nocif et mal perçu ou alors a des conséquences sur la santé. Il ne s'agit pas, et là on l'a compris évidemment avec les habitants et les habitants l'ont compris, il ne s'agit pas simplement d'un niveau sonore, il s'agit d'un niveau sonore dans un contexte, il s'agit d'un niveau sonore dans un espace, il s'agit d'un niveau sonore évidemment avec un ensemble de paramètres. Et là c'est intéressant parce que nous, ça nous donne en dehors de la question aéroportuaire évidemment qui est d'une autre ampleur, mais ça nous donne nous des éléments pour l'aide à la décision, pour l'aménagement urbain et l'aménagement de la ville en matière de protection des habitants par rapport aux nuisances sonores. Donc voilà, rapidement, ça devait être un petit peu compliqué à saisir, mais rapidement, voilà. C'est très bien. Merci. Je voudrais rajouter deux choses par rapport à ce qui j'en arrêterai là, par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, par rapport aux échanges, aux gouvernances, à la personne de Villeurbanne qui intervenait précédemment. Il y a une instance qui est hyper intéressante pour toutes ces questions de santé, c'est le réseau français Ville Santé, qui fait un travail hyper intéressant. Pour vous donner un exemple, sur la région des Pays de la Loire, on est simplement 5 villes à être dans le réseau Ville Santé. Il y a normalement, je crois qu'il y a 85 ou 90 villes en France qui sont dans le réseau Ville Santé. Et il y a énormément d'échanges qui sont faits entre les villes, qui se posent des questions, etc. et qui peuvent échanger les unes avec les autres sur tout un tas de questions liées à la santé au sens évidemment large, au sens OMS du terme. Et c'est très riche, c'est très enrichissant. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous. Le réseau Ville Santé fait tous les ans un colloque. Le prochain aura lieu au mois de juin. Et le thème, ce sera la question de la santé chez les jeunes. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges de bonnes pratiques. En tout cas, la démarche est au-delà de l'aspect santé, vraiment très, très innovante et intéressante. Et l'alliance avec des chercheurs, vous voyez, quand vous avez une problématique, le rôle des élus municipaux, c'est d'aller chercher peut-être les partenaires aussi. Donc, c'est vraiment très, très innovant. Et dernière... Agnès. Excuse-moi, Florian, juste ajouter que ça nous a donné aussi du poids, parce que se battre, entre guillemets, avec l'État, quand on veut faire respecter les droits de nos habitants, la santé de nos habitants, avoir des gens qui sont réveillés tous les matins. Nous, on a vraiment des courriers toutes les semaines de gens qui n'en peuvent plus de ce bruit, donc c'est vraiment une question de santé publique. Et c'est vrai, quand on a sorti les chiffres, l'État nous disait vous les avez sortis un peu tôt. Oui, mais c'est des chiffres scientifiques, et pouvoir s'appuyer sur des données solides, parce que scientifiques, c'est aussi une façon de pouvoir discuter avec l'État, et pour nous, c'était vraiment hyper intéressant. Philippe, le webinaire, il est sur le site de la ville ou pas, pour pouvoir donner des infos? On peut envoyer des invitations. On est en train d'envoyer les invitations là, justement. Donc s'il y a des structures ou des villes intéressées, qu'elles se fassent connaître, qu'on puisse envoyer des invitations. Très bien. Là dans le chat, là, donc c'est pour ça. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces invitations à aller plus loin. Vraiment très 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 intéressant. J'espère que vous n'entendez pas le bruit des cloches à côté de chez moi. Autre nuisance sonore, mais je ne vais pas lancer le débat. Dernière intervention donc de Sandrine, maire de Volonne. Alors un projet, je suis un peu jugé parti aussi, un peu un projet coup de cœur, puisque il est vraiment très complet. Il allie santé environnementale d'un point de vue urbanisme, et vous avez tout dans ce projet. Et donc je laisse la parole à Sandrine pour nous en parler. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Et présenter la commune, Sandrine. Voilà, bonsoir. Donc, bienvenue cette fois-ci dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, je suis maire depuis plus d'une dizaine d'années de la commune de Volonne. Donc là, on est sur un petit village. Et je remercie Florian pour cette organisation de prise de parole qui illustre de l'urbain, du rural, de la grosse commune, de la plus petite commune. Donc moi, 1700 habitants, donc c'est une petite commune. Et je trouve que c'est chouette de témoigner au sein du Printemps des maires, justement, du fait qu'on peut agir un peu à toutes les échelles. Et là, pour le coup, on a agi donc sur un village. Alors, un engagement évidemment beaucoup sur l'aspect environnemental. Florian vient de l'indiquer, où
à la fois à l'échelle de la commune, mais aussi de l'agglo. Je vice-préside l'agglomération sur la transition écologique et citoyenne. Et donc, on a lancé pas mal d'actions, plan climat, air, énergie, et notamment, on a été aussi territoire pilote de l'ADEME pour un contrat d'objectifs de territoire. Pour ce qui relève de l'adaptation au changement climatique, on est sur un territoire qui est particulièrement... on parlait d'avoir un diagnostic de territoire, de la question des enjeux. On est sur le territoire qui va être le plus touché par la rapidité de l'augmentation de la température, plus 3 degrés à 2085. Donc voilà, le GIEC a sorti son rapport et nous sommes le territoire le plus touché, en fait. Avec tout ce que ça implique de précipitations et d'épisodes caniculaires. Donc pour moi c'était essentiel, et je dirais que même c'est un peu le sens de mon engagement dans la vie publique, que de réfléchir à la résilience des territoires et à leur adaptation pour continuer de bien vivre, et si possible bien vivre ensemble. Donc ça a motivé donc un projet où nous sommes engagés dans la création en cœur de village d'un écoquartier, c'est-à-dire un espace où on pense, comme je dis souvent, où on a essayé de faire passer la commune dans le 21e siècle, avec tout ce que ça emporte de réflexion sur l'urbanisme. Et donc, on a aménagé, peut-être qu'on peut passer assez rapidement les images, Florian. Donc, on a aménagé donc, cet écoquartier avec la création d'une première maison de santé. D'ailleurs, on la voit là. La renaturation de l'espace public, où on a pas mal désimperméabilisé, beaucoup planté d'arbres. On a passé une canopée de 15% d'espace ombragé sur le périmètre, qui fait à peu près 4 hectares en cœur de village, à 37% de canopée. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on a pas mal planté d'arbres dans le cœur de village. Vous avez des images avant-après. On a été accompagné par des associations, on a impliqué les habitants dans ces démarches. On a classé les espaces publics refuge LPO, on a désimperméabilisé les places de parking, là où il y avait du tout bitume. On a élargi les fosses d'arbres, on a favorisé beaucoup les mobilités piétonnes en créant des passages là où il n'existait pas, pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre sans avoir à marcher que sur les routes. Et on a aussi impliqué les habitants et notamment les écoles avec le développement du savoir rouler à vélo, du savoir nager. En fait, je voulais témoigner du fait on a abordé d'abord la question de la santé et d'une seule santé, le concept d'une seule santé, où en fait on va travailler à la fois sur la santé des habitants, mais en travaillant aussi sur la santé de leur environnement. Et l'urbanisme qu'on a appliqué, c'est justement un urbanisme favorable à la santé. Alors quand on l'a lancé il y a 10 ans, le référentiel que j'ai chopé là n'existait pas, mais en fait on avait fait un petit peu d'urbanisme favorable à la santé sans le savoir. On s'est rendu compte qu'on avait adressé quasiment tous les points, qui ont été d'ailleurs pas mal évoqués à travers les précédents témoignages. Donc la question des émissions, des polluants, moi, j'avais d'abord eu une approche qui était globalement réduire notre impact environnemental, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire nos consommations. Le mot-clé de l'ensemble des travaux que nous menons, c'est celui de la sobriété. Sobriété, chaque mètre carré doit être utile, voilà, donc on a aussi travaillé bien sûr sur la réduction de nos consommations énergétiques, et en plus on est passé au tout bois en fait, en créant un réseau de chaleur dans la commune. Et bon, je vais quand même être très courte en vous invitant éventuellement à reprendre contact avec moi si vous voulez aborder ces sujets-là. Je voulais juste témoigner du
du cheminement, hein, voilà, qui fait que en partant au départ d'un projet d'aménagement, d'un aménagement beaucoup lié à l'environnement, rapidement, quand on est maire, on est quand même là pour nos habitants. Et on s'en rend compte chaque jour, et notamment sur le fait que notre mission, c'est de faire en sorte de bien vivre et puis moi je dirais de bien vivre ensemble. Voilà, de se faire se rencontrer, de se faire se parler et se donner envie de faire des choses ensemble. Et assez naturellement, alors qu'au départ j'avais une approche qui était quand même très d'aménagement durable bien sûr, j'ai cheminé vers l'idée d'un village de pleine santé. Et on retrouve un peu tous les éléments qui ont été évoqués juste avant. Bon, bien sûr, le fait d'accéder aux soins, puisqu'on a vite vu que on est en milieu rural avec désertification médicale. Donc la création d'une maison de santé, c'était bien. Je pourrais en parler beaucoup de la maison de santé et de l'importance qu'elle a en fait de la concevoir avec les professionnels de santé. Tant et si bien qu'on avait créé 11 cabinets, qui est de 140 mètres carrés de maison de santé, et rapidement il a fallu l'agrandir et on en a créé une deuxième. Donc c'est pour vous dire que le fait de travailler ensemble, ils ont créé un espace en plus qui ont développé leur façon d'adresser le soin avec de l'éducation thérapeutique, avec des protocoles, on va dire, combinés entre plusieurs professionnels de santé, du dossier médical partagé. Donc vraiment une dynamique très intéressante et qui finalement emporte avec elle une dynamique au niveau du village qui va vers justement la maison sport santé, le fait de travailler aussi avec les associations sportives du village, avec les écoles bien sûr, hein, qui sont parmi les premiers bénéficiaires de cette dynamique. Et tant et si bien qu'on a été amené à élaborer une stratégie Vologne Village de Pleine Santé. Donc la stratégie, c'est plus de sport santé ensemble, qui fait que on retrouve un peu les programmes qui ont été évoqués notamment sur Villeurbanne, d'accompagnement des enfants pour pratiquer le sport, mais aussi les personnes les plus éloignées du sport, les personnes âgées. Hein, on est très touché par le vieillissement de la population. Et bien sûr, mettre toutes ces personnes en relation. Donc là, on est plutôt au début de cette nouvelle étape de l'aménagement. Et qui devrait aussi nous mener vers l'aménagement d'un espace sport santé sur un domaine de 8 hectares. Je dirais que c'est la prochaine étape qui devrait peut-être s'inscrire d'ailleurs dans la dynamique des JO 2030 dans les Alpes. Voilà. Je fais très court, mais j'en parlerai volontiers avec l'équipe Printemps des Mers. Merci beaucoup Sandrine, effectivement. En tout cas, l'approche de passer de l'urbanisme à vraiment à la santé dans son exhaustivité, en tout cas le concept d'une seule santé, vraiment très intéressant. Voilà un peu pour les différentes solutions, exemples. Donc c'est notre première, donc on s'essaye, on vous demandera un petit retour pour voir ce qui vous a plu, moins plu, ce qu'il faut améliorer. En tout cas, on a essayé d'avoir une diversité des témoignages. Je remercie à nouveau tous ceux qui ont pu prendre du temps, témoigner. Dans les questions que j'ai notées, il y avait une des premières questions en tout début de webinaire sur est-ce que la commune est simplement facilitateur, notamment sur les sujets de matière de santé, de maison de santé, centre de santé. Non, la ville est souvent financeur. Je crois qu'on l'a répondu au fur et à mesure de nos interventions. Et c'est tout l'enjeu, souvent pour les maires, de dire, et leur équipe, mais bon, la mairie ne peut pas tout financer, d'autant plus qu'on a de moins en moins de fiscalité locale propre, bref. Donc c'est souvent des choix à faire, et comme nos concitoyens veulent prioriser le sujet santé, on est obligé d'y aller et de se substituer souvent à l'État ou peut-être à d'autres collectivités. Il y avait une demande de graphe sur les médecins libéraux, ça je referai la demande, Emmanuel est parti, mais si on peut le compléter. Et donc Gwen qui est avec nous est intéressée par le webinaire Rosé, donc on vous enverra les éléments évidemment. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à mettre dessus.
Et en conclusion, je voulais éventuellement le faire à deux voix avec Agnès. Je ne sais pas si tu as quelques petits mots de conclusion à nous donner, puisque c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé. Oui, rapidement, c'est de se dire que les compétences d'urbanisme, d'un urbanisme favorable à la santé, aujourd'hui, ça fait vraiment ça fait consensus dans tous les professionnels de la planification, de l'urbanisme. En revanche, en tout cas moi, de ma pratique aujourd'hui, je trouve que c'est pas si simple à mettre en place parce que finalement, soit on est sur on a une vision quand même souvent hyper silotée, et notamment on parle de végétalisation. Voilà, la question du bruit qui a été abordée est gravement abordée quand on parle d'urbanisme favorable à la santé. Donc, ça a de creuser ce concept-là, qui est hyper intéressant et qui permet d'avoir une approche un peu plus systémique que simplement planter des arbres et désimperméabiliser les sols. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et deuxièmement, c'est comment voilà, on a, en tout cas moi ce que je ressens dans l'exercice municipal, c'est que moi je suis adjointe au maire, je ne suis pas maire, mais quand on parle de santé, on est très interpellé par la question du manque de professionnels de santé. On n'arrive plus à trouver de médecins traitants aujourd'hui à Villeurbanne, hein, c'est vraiment une catastrophe. Mais que la question de l'accompagnement de la transition écologique et notamment de la question de la place de la voiture, de la question de la marchabilité, de la place des cycles, de planter des arbres à la place des places de stationnement dans les rues. En fait, quand on parle de santé, ça permet vraiment d'embarquer les habitantes et les habitants sur des changements de comportement qui sont difficiles. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la question de la place de la voiture, c'est aussi des formes de renoncement, mais c'est aussi la voiture est nécessaire, notamment pour aller travailler dans les zones d'activité, dans les zones éloignées des transports en commun. Voilà. Et donc, je trouve vraiment comment est-ce que la santé est mobilisatrice d'un projet politique qui fait vraiment du sens et qui permet aussi de sortir d'une logique de silo, de public. Voilà, on n'a pas du tout parlé de la question des personnes âgées, mais voilà, comment est-ce que la question de la coordination des soins entre les SIAD, les SAD, les services d'infirmiers à domicile, les services d'aide à domicile, toute la question des médecins généralistes. Voilà. Ça fait un vrai levier de projet politique qui me semble a beaucoup de sens aujourd'hui par rapport aux préoccupations et permet de toucher toutes les populations. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci Agnès. Moi, je vais être beaucoup plus prosaïque, mais j'avais lu un ouvrage qui s'appelle L'art de la longévité, qui disait 3 choses: bien dormir, bien manger, faire du sport. C'est quand même les sujets de la longévité, donc je crois qu'on en a un peu parlé. Bon, je vulgarise. Moi, j'ai pour mot de conclusion juste à vous donner rendez-vous pour la suite. Donc, il y a d'autres webinaires qui vont être organisés. Le prochain, je passe le bébé à Olivia Fortin sur le sujet de la sécurité, qui est un autre sujet dans les préoccupations majeures où la commune est finalement pris à partie sans être totalement maître et possesseur du sujet. Et pourtant, il faudra donc le traiter. Deuxième rendez-vous, c'est le 4 juin à 19h, pareil, soit en présentiel, soit en visio, à la Fondation Jean Jaurès, parce qu'on va refaire ce travail différemment, mais autour de la santé. On va faire une question, on fait une soirée vue sur mer pour donner la parole aux maires sur une thématique santé. La thématique, c'est déserts médicaux, la grande angoisse des maires. Donc l'idée, c'est de partir de ce sujet santé pour montrer des solutions, un peu ce qu'on a fait ce soir, en plus condensé et avec plus d'interaction et d'échanges. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera un autre format avec des experts Fondation Jean Jaurès et puis nous les maires. Vous retrouvez nos têtes parce que c'est globalement ceux qui ont participé à ce webinaire qui, s'ils sont disponibles, pourront être le 4 juin, donc à 19h. Et puis on va faire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit, donc vous aurez la présentation. On a préparé un petit benchmark aussi d'autres initiatives dont on n'a pas parlé. Évidemment, on n'a pas parlé suffisamment santé mentale, pas parlé suffisamment handicap, pas parlé suffisamment de plein de choses. Donc on a fait un petit benchmark des idées qu'on a pu recenser, d'initiatives qui a été faites par d'autres communes. Donc voilà, il y aura un document ressources qui va être publié sur le site du Printemps des maires. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, de relayer. Une fois de plus, on cherche à être utile, on fait ça en plus sur les heures, j'ai envie de dire pas les heures perdues, puisqu'il n'y a pas d'heures perdues quand on est élu, mais on veut que ce soit utile. Donc on fera passer un petit questionnaire pour nous dire
ce qui vous a plu, moins plu, est-ce qu'on peut améliorer. On est en processus d'amélioration continue.